Ce qui est important, ce sont les auteurs, ce sont les écrivains qui travaillent sans doute dans ces genres, mais quand on découvre un écrivain qui a du talent, on sait immédiatement que, quel que soit le genre dans lequel il évolue, quelle que soit son intention, quel que soit l'imaginaire qu'il partage, avant tout, il y a une voix, il y a une écriture, et ça, c'est essentiel, et c'est inaltérable, et ce n'est pas conditionné par le genre. Et je crois pouvoir en parler assez bien, parce que moi, j'ai jamais voulu être éditeur, j'ai jamais voulu travailler dans l'édition, j'avais absolument pas prévu tout ça. Et ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvé un jour dans un café à Paris, avec un jeune homme qui m'a dit, à l'époque je travaillais dans le jeu de rôle, et qui m'a dit, je sais que tu es dans le jeu de rôle, mais moi ce que je te propose là, c'est un roman de fantasy. Et je lui ai dit, oh là là, tu sais, c'est pas du tout ce qu'on fait, peut-être dans un an, on y réfléchit, mais est-ce que tu veux qu'on se revoie cette semaine et tu m'apportes le début. Et donc on s'est revus 2 jours plus tard, donc c'était un jeudi d'avril 1995. Et Mathieu Gabory m'a apporté la première page de son roman qui s'appelle Souffre au jour. Et j'ai lu la première page, et je pense que tous les éditeurs s'accorderont avec moi pour dire que même si on tourne parfois longuement autour du pot, en fait, on sait, en lisant la page 1 d'un manuscrit, qu'on a rencontré un auteur. On sait qu'on a déjà décidé qu'on allait essayer de faire quelque chose ensemble. Après, on peut hésiter très longuement, changer d'idée, etc., etc. Mais en fait, c'est une évidence là qui s'impose. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, je peux vous dire que ce jeudi-là, je suis devenu éditeur, parce que Mathieu Gabory a fait de moi un éditeur. Et aujourd'hui, je suis très fier et très heureux, parce que je vais vous présenter 3 auteurs, qui me sont évidemment très chers, qui sont arrivés dans ma vie et dans le catalogue de Brajlon à des moments différents, et à des moments, vous verrez, qui peuvent être séparés par de longues années, et qui m'ont permis de me rappeler à chaque fois ce que j'avais à faire sur cette terre, et ce que je pouvais faire de mieux, et pas tout seul. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est pour ça que j'ai commencé à dire qu'il rentre dans la famille, c'est que nous savons tous ici que nous sommes une communauté, et je trouve que ce festival accomplit particulièrement son office en nous rappelant chaque année quelle communauté nous sommes, car nous nous connaissons, nous nous retrouvons, on vient pour retrouver des amis, on vient pour dire alors qu'est-ce que tu as fait depuis un an, etc. Et cet aspect de communauté, il est extrêmement important parce qu'il suppose un partage, une entraide, des conseils, et que donc les 3 personnes que je vais vous présenter aujourd'hui et qui vont se présenter elles-mêmes, ce sont des gens dont j'espère que vous aurez à cœur de découvrir évidemment le livre, mais de les rencontrer eux, parce que c'est l'occasion qui nous est donnée dans ce festival. La première personne dont je vais vous parler, c'est la grande ancienne de ce moment qu'on partage aujourd'hui, parce que je l'ai rencontrée 97, quelque chose comme ça, il y a un petit moment. C'est Magali Sigura qui est là. La rencontre... Il n'est pas obligé de rester là. La rencontre avec Magali, c'est recevoir un énorme manuscrit. J'ai toujours la chemise jaune sur laquelle il est marqué Sigura. Quand on a reçu le manuscrit, j'ai regardé les premières pages. Et à l'époque, j'étais à Mnemos et je travaillais toujours avec Barbara Liano, qui était à l'époque mon assistante. Et j'ai regardé la première page, je lui ai dit, ça a l'air sympa, mais enfin, il y a du boulot. Et elle m'a dit, je vais jeter un œil. Elle est revenue 3 jours plus tard, elle avait lu l'intégralité important manuscrit qu'on avait là, des centaines et centaines de pages, et elle m'a dit, il y a beaucoup plus que ça, et si tu veux, je m'en occupe. Donc je lui rends hommage, parce que c'est Barbara Liano qui a découvert Magali. Et elle m'a dit, en effet, il y a du boulot, et on va travailler Magali. Et à ce moment-là, je préparais une anthologie, qui s'est appelée Légendaire, dans laquelle je voulais proposer un texte de tous les auteurs qui étaient dans le catalogue à l'époque Mnemos, puisque j'étais chez Mnemos. Et je voulais 2 cartes blanches d'auteurs qu'on n'avait pas encore publiées. Et j'ai vu Magali dans un café, encore, et je lui ai dit, est-ce que tu aurais un texte, un truc à proposer? Et elle m'a dit, oui, il se trouve qu'en effet, j'ai une nouvelle, c'est quelque chose que j'ai commencé, et éventuellement, je peux te la passer pour jeter un œil. Et cette nouvelle, je l'ai emportée dans le train qui m'emmenait à Bruxelles, au Festival du film fantastique. J'ai commencé à la lire dans le train, et quand je suis arrivé à Bruxelles, je me suis assis sur le quai, et j'ai fini de la lire pendant une petite demi-heure.
Et cette nouvelle, elle s'appelait Contre la fatalité. C'était donc son tout premier texte. Elle a eu le prix Bob Moran imaginaire. Elle a été nominée au Grand Prix de l'imaginaire. Et Jacques Bautou, dans Le Monde, a dit « Magali Sugura, on peut parler de révélation ». Et ensuite, elle a donc publié cette trilogie qui s'appelle Laylan. Laylan en poche, en grand format, en édition spéciale, en édition intégrale. C'est aujourd'hui plus de 30 000 exemplaires vendus. Et une traduction en allemand. Et une référence sans doute d'une fantaisie extrêmement fraîche, enlevée, qui doit autant au film de KPDP qu'au conte de notre enfance. Et Magali, dont la vie pleine d'enfants et de grenouilles, a enfin, après toutes ces années, apporté un nouveau roman. Et c'est celui-là dont on célèbre la parution aujourd'hui. Et donc, je serais ravi que Magali vous en dise quelques mots. Je suis la mauvaise élève, j'ai rien préparé. C'est un roman qui est plus sombre, plus mûr que Laylan. C'est plutôt ambiance magie et mille et une nuits. À la base, c'est parti d'une simple histoire de famille, un enfant qui refuse que ses parents soient séparés et qui va jusqu'à faire une fugue pour les rassembler. Sauf que ses parents sont des personnes qui, 9 ans plus tôt, étaient les héros d'une quête et qu'ils avaient plein d'ennemis qui cherchaient que leur moment de faiblesse et qui vont se jeter sur ce petit garçon qui ne sait pas en plus que, qu'il est promu à un avenir vraiment, sa mère est sorcière, elle a la magie dans le sang, donc lui nécessairement là aussi. Et son père est un guerrier de l'acier, mental qu'aucun sorcier ne peut toucher sans être torturé. Et donc lui, potentiellement, peut être un sorcier qui touche l'acier sans problème. Donc tout le monde peut soit l'obtenir, soit le détruire. Ça s'appelle Le Prix d'Alaya. C'est le premier tome d'une trilogie. Et bon. Voilà, donc je vous invite évidemment à découvrir ce roman, à discuter avec Magali. Et, si vous n'avez pas lu Laylan, c'est une référence, évidemment. Laylan est disponible. Voilà, merci. C'est particulièrement agréable et symbolique dans le fait de vous parler de ces rencontres et de ces auteurs ici, c'est que la prochaine auteure dont je vais vous parler, je l'ai pour ainsi dire rencontrée ici, et si on ne s'était pas rencontré ici, si on ne s'était pas parlé ici, je n'aurais sans doute jamais lu son livre, et je n'aurais peut-être même jamais su qu'elle en avait écrit. Marika Gellman, qui est juste la dernière, il y a... C'est vrai? Bonjour. M'a interviewé avec Adrien Parti pour vampirisme.com, ici même il y a un an. Voilà, je vais essayer de ne pas en faire autant. Et pour parler des vampires, de la Biglit, etc. Et à un moment donné de cette interview, j'ai dit on ne s'improvise pas auteur de Biglit, c'est un genre qu'il faut avoir bien lu et connaître un peu sur le bout des doigts pour pouvoir proposer à son tour une histoire. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Marika qui me disait, voilà, qui me rappelait ce moment de cette interview et qui disait vous allez rire, mais moi j'ai jamais lu Biglit et j'ai écrit un roman de Biglit et qui m'a envoyé le texte, la référence de l'ouvrage. Et là aussi, c'est exactement, puisqu'il était publié par un petit éditeur qui s'appelle Le Petit Caveau. Et là, c'est typiquement l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'évidence du talent de Marika, il apparaissait dans le premier paragraphe du bouquin et il n'en disparaissait jamais. C'est-à-dire l'efficacité, la gouaille, un sacré tempérament, une intrigue parfaitement menée, et tout ce qui fait qu'on dévore le bouquin et on ne s'arrête jamais de le lire. Et j'espère bien que ça va m'arrêter. Donc, Rage dedans, ce roman, est aujourd'hui publié en poche, sous le label Milady. Et il sera suivi de au moins 3 tomes, voire plus si affinité. Et donc, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui Marika Gellman.
train de me regarder parce que je ne sais pas précisément ce que c'était, mais... Tout le monde peut parce que moi, disons que c'est l'histoire de Maëve, qui est une jeune femme plutôt cynique et assez désabusée, qui profite allègrement de la vie. Elle sort beaucoup, elle boit un peu trop, elle jure beaucoup trop et elle n'hésite pas à rentrer avec des hommes qui lui plaisent. Et elle a complété le tableau, elle a un caractère bien trompé, elle ne supporte pas qu'on lui marche sur les pieds. Et en gros, en digne héritière de deux filles, elle sait se défendre et elle défend les gens qu'elle aime. Et c'est comme ça qu'elle va se faire repérer un jour dans une boîte de nuit après avoir défendu une amie. Malheureusement pas par les vigiles, mais par des vampires, parce qu'elle est recherchée, pas pour un crime qu'elle a commis, mais pour un meurtre qu'une prophétie obscure annonce qu'elle va commettre un jour, qui la propulserait au rang de personnes puissantes, destructrices et maléfiques qui a jamais existé. Rien que ça. Et voilà, c'est Maëve, les prophéties, c'est un peu comme les vampires, elle n'y croit pas trop, elle trouve ça plutôt ridicule. Et ça part de qui est-elle, pourquoi elle plutôt que quelqu'un d'autre. Toutes les réponses sont dans le livre. Je ne suis pas folle. Merci beaucoup. Alors la troisième rencontre, c'est effectivement cette à Épinal. Et en fait, c'est vraiment une rencontre estampillée, imaginale, puisqu'il y a 2 ans, 3 ans, on m'a proposé de participer au premier speed dating de ce festival. Enfin, on m'a proposé au moment où on mettait des gens dans une voiture pour y aller, je rentrais dans la voiture, en me disant qu'est-ce que c'est que cette connerie, ils ne savent plus quoi inventer. Et donc le speed dating, qui a eu lieu pour la 4e année hier soir d'ailleurs, consistait à ce qu'un certain nombre de jeunes auteurs, avec un manuscrit à publier, rencontrent 4 éditeurs et 10 minutes pour les convaincre, pour présenter leur projet, éventuellement les convaincre de vouloir en lire plus, de vouloir en savoir plus. Et juste avant, j'avais fait une conférence où, globalement, j'avais dit que je ne considérais plus les manuscrits français, que parmi les genres qui ne marchent pas, qui sont très difficiles à publier, il y a le fantastique, et surtout pas le fantastique un peu 19e-iste, etc. Et donc j'ai vu arriver une jeune femme, à ce speed dating, qui m'a dit en fait je ne sais pas trop ce que je fais là, parce que vous avez dit que vous ne publiez pas de français, vous ne lisez pas les manuscrits, moi mon bouquin c'est du fantastique qui se passe au 19e, voilà. Et donc en fait j'ai vraiment aucune chance. Et elle a commencé à s'auto-détruire littéralement. Jusqu'au moment où je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a dit, je travaille à la bibliothèque à Épinal, et j'écris des chansons, des pièces de théâtre, je fais des courts-métrages, je crée des costumes, j'organise des murder parties. Et je lui ai dit, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous faites tout ça, vous m'apportez un roman qui est complet, fini. Je regarde la première page, c'est merveilleusement bien écrit. Et vous êtes là en train de vous auto-détruire, c'est pas dommage. Et à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer. Ça fait que je suppose que les 3 autres éditeurs qui étaient dans la même salle se sont dit « Quel salaud !» La fille, elle arrive, et je lui dis « Mais il ne faut pas pleurer. Je vous dis que vous êtes formidable. Et je vais lire votre manuscrit. » Et je l'ai lu, et j'ai trouvé ça formidable. Je lui dis « Je ne le prends pas, mais... » Parlons d'un projet qu'on pourrait faire ensemble, parce que la thématique ne convient pas à ce que je fais, d'ailleurs publié ailleurs. Et on a imaginé ensemble ce qu'elle pourrait écrire. Et jusqu'à ce que ça se passe encore une fois dans une pizzeria, ici à Épinal, une après-midi, on est passé entièrement dans cette pizzeria, à mettre des mots sur une page, à dire qu'est-ce que tu aimes, à quoi tu penses, qu'est-ce qui te fait vibrer, les films, les personnages, les romans, etc. Et tout cet imaginaire extraordinaire a donné un roman absolument délicieux qui s'appelle Bord de marge, que nous avons publié dans la collection Castelmort, qui est une collection jeunesse, et qui est signé Emmanuel. Alors effectivement, Bord de marge, c'est...
jouer une deuxième fois. Ça devrait aller, j'espère. Donc Bord de Marche, c'est effectivement un mélange de genres. Il y a toutes mes idées, tout mon univers dedans. Et c'est un mélange entre la fiction et la réalité, parce que travaillant dans une bibliothèque, il y a beaucoup de moments où je m'imaginais qu'est-ce que ça pourrait faire de rentrer dans un roman, ou qu'est-ce que ça pourrait faire si jamais un personnage débarquait dans ma bibliothèque, et les confrontations entre nous, et tout est parti de là en fait. Et je pense qu'il faut vraiment que vous lisiez pour parce que c'est très difficile pour moi de le résumer et de l'expliquer. Ben voilà. Je vais vous laisser boire un verre entre vous. Je vais vous redire à quel point il est important, vous le voyez là, justement dans la difficulté, dans l'émotion que c'est de s'adresser à vous, parce que les auteurs ne sont pas programmés pour ça. Il est extrêmement important d'être soutenu, d'être reconnu, d'être lu, d'être apprécié. Et la meilleure chose qui puisse arriver à un auteur, c'est évidemment qu'on achète ses livres et qu'on les lise, donc c'est votre affaire. Mais c'est surtout, et là c'est l'un des grands secrets gravés dans le marbre de Brajlov, que je vais partager avec vous, comme j'ai partagé avec L3 avant ce moment, c'est que le plus important, c'est que les auteurs qui écrivent ces livres, vous ayez envie de leur parler, vous ayez envie de boire un coup avec elles, vous ayez envie d'être leur copine, leur copain, et de partager ensemble leur imaginaire, leur verbe, leur humour, toutes les émotions qu'elles ont couchées sur le papier pour vous. Voilà, j'espère que ces trois-là vont être avec nous pendant de longues années, et que, comme moi, vous allez découvrir des gens absolument formidables, plein de talent. Je vous remercie infiniment pour votre attention.